Nous allons parler du Togo avec notre invité. Cette question, que reste-t-il du dialogue politique? On sait que depuis février 2018, un dialogue réunit la coalition des 14 et le pouvoir, l'Union pour la République. Mais depuis la reprise des manifestations, peut-on encore parler de dialogue? On pose la question à Yao Eklonokuno, président du Ton de la jeunesse patriotique, un mouvement de la société civile. Monsieur Nkuno, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Samir Niaoui, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. C'est le plaisir. Alors, est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez la situation actuelle, qu'on est toujours en train de dialoguer? Nous avons toujours dialogué. Nous avons toujours dialogué au Togo. Et je crois que nous avons toujours intérêt à dialoguer. Et le dialogue incarne un certain désarmement. Et donc, ce désarmement, nous en avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin de dialogue qui soit guidé par la ruse, la roublardise, où il y a de l'occultisme, du négatif. Et ma foi, vous savez... Quand vous faites une juste lecture, il y a certains acteurs de la vie politique de notre pays qui, n'ayant pas pris part à ce dialogue avec la CEDEAO, et prédisent que ce dialogue ne donne rien, que ce dialogue connaisse un échec. Même quand vous les écoutez, vous les sentez. Mais ma foi, je crois que l'appel, surtout de nous, acteurs de la société civile, et c'est comme je viens de le dire, il ne faut pas que ce dialogue soit occulté par la ruse, la roublardise, la malice, et le désir toujours de conduire et dans le statu quo, parce qu'avec ça, nous pouvons même atteindre 1000 dialogues, mais ce serait toujours des dialogues qui n'aboutissent pas, parce que, étant guidés par tous ces... c'est des contingences, je dois dire. C'est des tares, c'est des manquements qui font que le statu quo est entretenu et le vivre ensemble toujours se remet en cause. Quand on voit un peu l'attitude des citoyens dans le pays, etc., il y a un certain nombre de choses. Donc, on a besoin de libérer l'espace. Il faut libérer l'espace. Il faut amener une bouffée d'air. Et cette bouffée d'air, on ne peut l'obtenir que dans la sincérité, la franchise. Vous voyez, pour preuve, M. Samuel Niaoui. Aujourd'hui, nous allons aux élections. Le gouvernement veut organiser des élections le 20 décembre avec une CENI, je dirais, handicapée. Et quand je dis boiteuse, peut-être c'est trop indulgent, mais une CENI handicapée. Comment se fait-il? Mais est-ce qu'ailleurs ça se fait ainsi? Est-ce que nous ne pouvons pas copier les bonnes choses ailleurs et les appliquer afin d'être de bons gentlemen? Et nous allons aux élections alors qu'il y a une feuille de route de la CEDEAO. Cette feuille de route de la CEDEAO a été claire. D'abord, les mesures d'apaisement. Ensuite, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et maintenant, les élections. Et pour ce qui concerne les élections, la CEDEAO a insisté sur le caractère inclusif. Voilà. Et la CENI devait être composée de façon à ce que les acteurs s'y retrouvent. Ensuite, il faut que les acteurs s'y retrouvent dans les CELI et également dans les commissions de l'IC4 avant que le recensement ne soit enclenché. Et ma foi, je crois que pour ce qui concerne les réformes, il faut discuter de toutes les réformes possibles qu'il faudra faire avant d'enclencher le processus électoral. Et alors, donc, on a comme impression que la feuille de route est mise en œuvre de façon sélective. Parce que, pourquoi? Parce que il y a le vote des Togolais de la diaspora aussi. On va revenir au fond de ça, mais vous avez évoqué tout à l'heure ruse, roublardise, malice et tout. Vous parlez duquel des deux acteurs de ce côté-là? Ben, écoutez, les acteurs qui font montre de la ruse, de la roublardise, parce que vous savez, nous sommes Togolais, nous sommes au Togo, et nous ne sommes pas à un premier dialogue. Et le dernier dialogue encore qui a regroupé plusieurs acteurs, c'était à l'hôtel 2 février, vous vous en souvenez avec le H-Crown.
Ceci m'amène encore, M. Samuel, à dire que nous avons comme impression que dans notre pays, les institutions telles qu'elles existent et que nous les adoptons, nous les copions des Blancs, elles n'existent que de nom. Elles n'existent que de nom, mais ce ne sont pas des institutions fortes qui jouent leur rôle pleinement. Pour preuve, je vous donne juste deux exemples. Deux exemples tout simples. Le premier exemple, l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui est habilitée à interpeller les ministres et pouvoir les soumettre à certains questionnements, etc. Mais il y a des ministres qui ne répondent pas aux interpellations du Parlement parce qu'ils se voient plus importants que le Parlement. Et jusqu'à ce jour, il y en a beaucoup qui ont été interpellés, mais qui n'ont jamais répondu. D'après certaines informations, c'est que quand l'interpellation coïncide avec des missions ou d'autres calendriers, alors de retour de mission, il faut répondre. Alors, si des interpellations doivent durer 1 année, 2 années, donc pendant 1 année, un ministre a quitté le gouvernement et allé à l'extérieur pendant consécutivement et pendant 365 jours. Non, il n'y en a pas. Non, soyons réalistes. Disons les choses telles qu'elles sont parce que nous voulons les voir corrigées. Et pour les voir corrigées, ce n'est pas avec un langage à peu près que nous pouvons vraiment interpeller pour que les choses soient corrigées. Mon second exemple, mais dans notre pays, nous avons une institution également, le médiateur de la République. Mais depuis que cette crise a commencé, est-ce que vous avez entendu le médiateur? Ou encore lorsqu'il y a eu... On l'a confiné dans un certain nombre, un cadre légal qu'elle ne peut pas extrapoler. Par exemple? Non, c'est-à-dire la loi lui donne les prérogatives à intervenir dans tel ou tel cas. C'est-à-dire, quand ces cas ne se posent pas, elle ne peut pas intervenir. Oui, dans quel cas, par exemple? Bon, moi, je mets juste l'accent sur la définition du mot médiateur de la République. Et c'est clair, cette phrase-là, le médiateur de la République, ça veut tout dire. Ça veut dire que même lorsque cette situation s'est posée à la CENI, le médiateur pouvait intervenir. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai eu personnellement cette discussion avec madame le médiateur qui me dit, quand la loi m'enferme dans des limites données, je ne peux pas aller au-delà, même si j'ai la volonté de le faire. Et vous savez, quand les lois sont faites par les hommes, pour les hommes, etc. Mais je vous dis que... Peut-être il appartient à l'Assemblée de casser cette loi et de la redéfinir. Casser cette loi, mais je vous dis que moi, c'est pour arriver à cette réalité comme quoi il faut des gens crédibles. Il faut des gens crédibles pour incarner les institutions. Je vais vous dire... Vous savez quand même qu'au Togo, quel que soit qui on prend, le problème se pose. Alors justement, je vous rappelle que quand on avait pris Monseigneur Barriga à la tête de la CVJR, il a été la cible de toutes les foudres. Et après, c'est là qu'après que les gens reprennent comme une Bible le travail de la CVJR. Alors il faut comprendre qu'il y a une profonde crise de confiance dans notre pays. Et cette crise de confiance profonde, le règlement de cette crise de confiance est égal à la préservation de la paix, de la cohésion sociale. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. La ruse, la roublardise, la malice et tout, c'est du pouvoir ou de la C14 dans le dialogue, précisément? Écoutez, vous savez, la ruse, la roublardise, ça a toujours été le leitmotiv des acteurs. Ne me laissez pas vous faire l'historique de la nature des nombreux dialogues qu'il y a eu. Là, nous avons juste un dialogue qui rassemble deux camps. Beaucoup plus beaucoup plus de la part du pouvoir que de l'opposition. Et beaucoup plus de la part du pouvoir, la ruse, la roublardise, etc. Et de l'autre côté de l'opposition, de l'intransigeance, de l'opposition, et dont nous n'avons pas vraiment encore besoin d'occulter à ce jour. Alors, une chose est claire, il y a eu un dialogue, il y a une feuille de route qui est sortie, mais cette feuille de route est mise en œuvre de façon sélective. Voilà. Est-ce que ce dialogue est toujours en cours? Parce que la feuille de route que vous évoquez dit que le dialogue doit se poursuivre. Les questions doivent être résolues dans la poursuite du dialogue. Est-ce que le dialogue est toujours en cours actuellement? Vous savez, cette question, la CEDEAO l'a clairement signifié dans sa feuille de route. C'est pourquoi il y a le comité de suivi qui a été mis en place. Les facilitateurs doivent toujours jouer leur rôle. Donc, le dialogue il reste toujours en cours. Surtout que la mise en œuvre de cette feuille de route se fait de façon rocambolesque.
et la mise en œuvre de cette feuille de route crée encore de l'émotion. Alors donc, du coup, le dialogue est toujours d'actualité. Il doit toujours demeurer d'actualité. Dès le départ, avez-vous eu quand même le sentiment que les deux acteurs y ont cru dans ce dialogue? Ben, écoutez, vous savez, lorsque... Parce que si on vous pose la question, c'est que jusqu'aujourd'hui, certains disent nous n'étions pas demandeurs du dialogue. Comme si on les a forcés à venir au dialogue. Et donc, si ça ne marche pas, comme nous n'étions pas demandeurs, ce n'est pas notre faute. Mais écoutez, vous savez, les acteurs politiques, moi personnellement, j'apprécie, j'évalue au mieux les acteurs politiques par leurs actes que par leurs propos. Il y a toujours des propos politiques. Souvenez-vous que le chef de file de l'opposition avait dit que dans les fièvres de la crise, que s'il rencontrait le chef de l'État, c'était juste pour négocier et discuter avec lui les conditions de son départ. C'est des propos politiques. Bon, des propos politiques dont, ma foi, il y en a qui perdent leur temps à spéculer dessus. Moi, je ne perds pas mon temps sur des propos politiques. Ce qui est clair est que, dès l'annonce de ce dialogue, la coalition n'a pas hésité. Donc, ça veut dire que la coalition voulait ce dialogue et s'est donnée à ce dialogue-là. Donc, maintenant, quand on dit que, oui, on n'a pas de... Non, ça, c'est des propos... il ne faut même pas s'attarder sur ce genre-là. Une chose est claire, ils ont participé au dialogue. Et à cause du dialogue, ils ont abandonné les manifestations de rue. Et à cause de ce dialogue, je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à une feuille de route. Et cette feuille de route a été acceptée. Et par ce dialogue, il y a un certain nombre de choses comme la CENI paritaire, etc. Mais malheureusement, cette CENI qui reste toujours boiteuse, l'opposition qui n'est pas encore dans les CELI, ni dans les CLC, mais on définit et on insiste toujours à aller de façon rocambolesque aux élections. Bon, voilà, donc le parti au pouvoir voulait également ce dialogue parce que, ma foi, c'est comme... On a comme l'impression que pour le parti au pouvoir, le parti au pouvoir se dit avoir la maîtrise, l'habilité. Le dialogue pour le parti au pouvoir, c'est comme un outil de conquête, un outil d'approvisoire, d'apprivoisement, un outil d'apprivoisement, parce que toujours les dialogues, le parti au pouvoir a été toujours celui qui s'en est sorti gagnant. Et donc, le parti au pouvoir se voyant sur son terrain quand on parle de dialogue. Et donc, du coup, voilà. Et puis, on a vu quelles n'étaient pas les revendications de l'opposition. Mais est-ce que vous pensez quand même que des deux côtés, est-ce qu'on a amené les bons acteurs pour discuter? Parce que vous avez évoqué d'un côté roublardise et tout, de l'autre côté de l'intransigeance et tout. Finalement, n'était-ce pas un problème d'acteurs? Vous savez, moi, excusez-moi de le dire, cette question, ce problème, pour moi, c'est un faux problème. Parce que ce n'est pas une question de truc là. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un est chef de file de l'opposition, il ne s'est pas levé de lui-même comme ça. Pour l'être, le parti au pouvoir ne s'est pas levé comme ça pour regarder dans l'opposition et puis choisir. Non. Mais c'est compte tenu des Togolais, des populations qui sont mobilisées devant ce leader-là, c'est ça qui lui confère. Il ne faut pas voir la personne du chef de file de l'opposition. Il faut voir le nombre des Togolais qui sont... Voilà. La question donc, voilà, aujourd'hui... Oui, aujourd'hui... de façon générale. C'était pour vous les bons acteurs qu'il fallait envoyer. Mais ce sont les acteurs de l'heure. Parce que les deux, vous avez vu... Est-ce qu'ils se sont même parlé, véritablement? Mais ce sont les acteurs de l'heure. C'est clair. C'est-à-dire, on est obligé de faire avec. Mais ce sont les acteurs de l'heure. On ne peut pas mettre de côté la C14 et dire que le dialogue, on va l'engager avec l'UFC ou avec Obu ou avec le NET. Ça n'a pas de sens. Il ne s'agissait pas d'autres acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui sont là actuellement, que ce soit la C14, étaient-ce les bons négociateurs? Que ce soit le pouvoir, étaient-ce les bons négociateurs? Alors, votre question, elle est très claire. La CEDEAO est venue au Togo, c'est pour régler une crise. Et ceux qui incarnent, ceux qui entretiennent cette crise, voilà les protagonistes. Pourquoi chercher de midi à 14h ou tourner en rond? Mais voilà les protagonistes de la crise, le parti au pouvoir avec la C14.
Alors maintenant, dire que non, est-ce que ici, ce n'est pas une affaire de bon négociateur. Quand on revient depuis février, je pense que c'était le 19 février que le président ghanéen est venu ouvrir le dialogue et il a dit: je ne suis pas venu vous apporter une solution magique, il vous appartient de trouver la solution. Et on est en novembre aujourd'hui et qu'il n'y a rien de concret qu'on peut présenter comme résultat. Ce qu'il y a de concret, M. Samuel Niaoui, c'est que il y a eu l'abandon du retour de la C-92. Il y a eu l'abandon du départ immédiat du chef de l'État. Même la transition réclamée par l'opposition n'a pas été retenue. Mais il y a eu une feuille de route. Que dit la feuille de route? Un processus inclusif. Pourquoi est-ce que le pouvoir ne peut pas s'atteler à cela? Que dit la feuille de route? Le vote des Togolais de la diaspora. Pourquoi le Togolais, le pouvoir veut organiser les élections sans la participation de la diaspora? On dit il faut faire les réformes institutionnelles, constitutionnelles et toujours de façon concertée. Alors, on dit également d'avancer dans les mesures d'apaisement. Aujourd'hui, nous avons des collègues de la société civile qui restent toujours en otage. Qui restent toujours en otage. Et aujourd'hui, excusez-moi, quand j'écoutais le ministre Bara aujourd'hui essayer de se justifier par rapport au collègue Asiba Johnson, comme quoi il a produit un rapport que le secrétaire d'État chargé de droits de l'homme leur a invité, lui permet de... Mais quelqu'un que l'on prétend avoir sorti un faux rapport, comparé à des gens qui sont sortis, qui ont fait violence, qui se sont armés de gourdins et d'armes blanches pour violenter. Mais entre ces groupes d'hommes et celui-là, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la loi, d'abord même dans notre code de procédure pénale, dans notre constitution ou dans nos lois, qu'est-ce que la loi dit par rapport à quelqu'un peut-être, d'abord même ce rapport de Asiba Johnson n'a pas été un rapport publié. C'est une fuite apparemment qu'il y a eu. Et le collègue disait que c'est un rapport qui est en cours d'élaboration, mais qui n'est pas encore finalisé. Avant que... Alors, donc, vous voyez, de toute façon, nous, en tant que société civile, nous ne pourrons jamais applaudir ça. Quand nos collègues sont toujours en prison, et quand nous essayons de jauger, quand nous essayons d'évaluer un peu ce qui les a conduits, ce qui fait qu'ils sont pris en otage là-bas. C'est tout ça qui fait l'objet du dialogue. Oui, et combien de fois les acteurs, les facilitateurs n'ont pas parlé de ce qu'il faut libérer? Vous parlez comme si je prends les mesures d'apaisement, si rien n'avait avancé là-bas, il y a eu des gens qui ont été libérés. Et quand on lit très bien, par exemple, le communiqué de la CEDEAO et même le communiqué du G5, il n'a jamais été fait injonction au gouvernement de libérer, mais d'étudier les possibilités. Vous voyez, les termes sont un peu plus diplomatiques. Il faut étudier la possibilité de mesures additionnelles. Je crois que comme vous, nous avons tous écouté sur les antennes et des propos qui nous avaient été reportés, et ce sont des propos du président ghanéen. Quand je crois qu'au moment du dialogue, il était question et le gouvernement disait qu'il allait juger ces détenus-là, le président ghanéen, je crois qu'il nous avait été rapporté qu'il a réagi en disant non, pourquoi les juger? Il y a d'autres qui ont commis des bavures, qui ont, même on se rappelle à Dewi, il y a des gens qui se sont munis de machettes et mais ils n'ont jamais été inquiétés. La justice ne peut jamais les interpeller. Mais pour d'autres, pour eux, non, c'est peut-être des gens qui c'est dit sur les antennes publiquement. Alors maintenant, si c'est des allégations, si c'est des allégations contre le président ghanéen, attention, c'est quand même une présidence. On parle d'un président, d'un État, qui l'aurait dit ça. Tant qu'on ne l'a pas entendu le dire, on ne peut pas l'affirmer. Et moi, tant que le président ghanéen ou sa représentation, l'ambassadeur du Ghana ici présent au Togo, n'est pas réagi pour rejeter et déclarer que ce sont des allégations à l'encontre du président ghanéen, moi je prends toujours ça comme mon est content. D'accord, justement, mais maintenant si le dialogue continue, pourquoi on n'évoque pas ces sujets prioritairement? Vous savez, tout est question de bonne foi. Tout est question de ne pas vouloir réfléchir à double vitesse, mais de réfléchir dans le sens de dire que, et lorsque nous parlons de paix, lorsque nous parlons nous sommes tous des Togolais, lorsque nous parlons de la République, lorsque nous parlons de développement, nous devons poser les pas qu'il faut.
nous devons poser les balises qu'il faut. Nous devons mettre les conditions qu'il faut pour que ce climat d'acceptation mutuelle, de compréhension mutuelle prévale afin d'évoluer. Alors, il était question de quoi? D'abord des mesures d'apaisement. Qu'est-ce que ça coûtait au gouvernement de faire libérer ceux-là qui sont toujours pris en otage? Ça, c'est d'un. La réforme constitutionnelle institutionnelle. Qu'est-ce que ça coûtait que dans les premières heures de la feuille de route, que ce projet de loi que le gouvernement vient maintenant de sortir indéniement, qu'est-ce qui empêchait que depuis le mois d'août, au lendemain de cette feuille de route, que ce projet de loi ne soit pas pris, envoyé au Parlement, inviter les acteurs à discuter, et que maintenant cette CENI, qu'on s'assure qu'elle soit installée de façon inclusive, et que ce scénario de l'UFC, qu'on nous en épargne, parce qu'on pouvait nous épargner de tout ça, et que les CELI soient constitués de façon équitable, etc. Et maintenant, voir le recensement, que ça se passe de façon inclusive, etc. Ça nous épargnerait. Peut-être que si au lendemain, vous savez, la CEDEAO a cru toujours à la bonne foi des acteurs politiques. La CEDEAO les a toujours renvoyés à leurs responsabilités. La CEDEAO a toujours cru avoir affaire à des gentlemen. Voilà. Mais maintenant, au regard de ce qui se passe, et nous également citoyens, nous croyons que ce dialogue serait peut-être une porte, une issue, et pour sortir, rompre définitivement avec cette situation à répétition, rebondissement, mais malheureusement, que voyons-nous? Nous voyons une CENI boiteuse qui s'active pour les élections. Nous voyons toujours les réformes non faites. Nous voyons toujours des collègues toujours en otage en prison. Nous voyons que le vote de la diaspora prescrit par la faute de la feuille de route de la CEDEAO n'est pas pris en compte. Alors nous voyons... Le vote de la diaspora, sur ce point précis, peut-être faut-il déjà, si la diaspora doit voter pour les législatives, que la diaspora ait des circonscriptions électorales. De toute façon, la diaspora ne peut pas se lever d'elle-même et mettre tout ça, ça relève... La diaspora est déjà dans le code électoral. Alors maintenant, tout ça, ça relève de la responsabilité du gouvernement. Oui, parce que il y a des chancelleries, nous avons les chancelleries. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire dans les faits. On a fait le recensement au Togo. Le Togo a des représentations un peu partout dans le monde. Et lorsque on s'organise bien et qu'on a la volonté de faire les choses de façon normale, de faire les choses de façon bien, ce n'est pas compliqué de le faire. C'est pas compliqué. Au lieu de pouvoir parfois financer des gens pour essayer de les envoyer vers la diaspora, pour les manipuler, pour les endormir, pour son intérêt, au lieu de perdre son temps dans ces pratiques-là, rompons avec ces pratiques-là qui ne nous font pas avancer. Et allons droit au but. Faisons les choses de façon normale pour notre pays, pour notre fierté. Au lieu de toujours agir de façon rocambolexe, ça nous apporte quoi au finish? Alors, à l'heure où nous sommes actuellement, selon vous, que reste-t-il du dialogue politique? Non. Une chose est claire, est que le dialogue va reprendre. Parce que soit le dialogue est repris, ou soit les manifestations de rue continuent. Alors, je vous pose la question justement par rapport aux manifestations. On dialogue, on manifeste. On fera les deux en même temps? Non. Excusez-moi. Vous savez, avec ce dernier communiqué de la CEDEAO, et je crois que c'est ça qui... ce communiqué n'avait pas droit de citer. La CEDEAO n'avait pas sorti un tel communiqué. Vous parlez du communiqué qui fait état de la rencontre de Conakry? Justement. Oui. Ce communiqué, je crois que ce communiqué a été l'élément qui a suscité des réactions. Ça a énervé la C14, c'est ça? Ça a énervé la C14. Pourquoi vous voyez seulement la C14? Non, parce que j'ai posé la question, c'était sur la manifestation et c'était la C14 qui était dans la rue samedi dernier. De toute façon, tous les actes que pose la CEDEAO, ce n'est pas pour la C14. C'est pour les Togolais. C'est pour les Togolais. Alors donc, les Togolais sont indignés contre ce communiqué. Mais le problème du communiqué, c'est lequel? Oui, mais le problème du communiqué, c'est de demander à ce que les acteurs
aille aux élections le 20 décembre. Or, la CEDEAO ne s'assure pas que sa feuille de route est observée avec doigté, avec précision. Mais ils sont là. Oui. Les experts sont là et suivent le programme. Ils sont là, mais juste une question. C'est mentionné dans la feuille de route le vote des Togolais de la diaspora. Est-ce qu'au 20 décembre, les Togolais de la diaspora voteront? C'est mentionné dans la feuille de route une CENI inclusive. Est-ce qu'actuellement, cette CENI, elle est inclusive? Je vous donne juste ces deux éléments. Alors, pour avoir conscience de ces deux éléments, la CEDEAO n'a pas besoin d'un visionnaire, d'une gitane pour venir lui regarder dans la boule, dans la cristal, avant de lui dire qu'attention, la CENI, elle est boiteuse, elle est handicapée, et la diaspora n'est pas prise en compte alors que tu l'as mentionné dans ta feuille de route. Donc ça veut dire que la CEDEAO cautionne une feuille de route, une application sélective de sa feuille de route. On est arrivé malheureusement à la fin, le temps passe très vite. Merci Yahweh Clonoukoulou d'être passé dans cette émission. Merci à vous, monsieur Seigneur. Président du Temps de la jeunesse patriotique, on aura l'occasion de se retrouver à d'autres moments pour évoquer ces sujets. On va marquer une pause et après on passe à regard croisé.